retrouve aujourd'hui pour une vente off-market, la 4e édition. Ça marche de mieux en mieux. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire. On a dépassé les 700 inscriptions. Adèle nous dit qu'on est 100 en direct, donc c'est super. On vous remercie beaucoup. C'est un format qu'on adore faire. C'est un format qui vous plaît aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. C'est un bon moment qu'on passe tous ensemble. Aujourd'hui, c'est une présentation un peu particulière vu qu'on présente une ville en particulier, en la ville de Troyes, donc la capitale de la Champagne. On laissera Alexandre la présenter et se présenter. Ouais. Ce que je vous propose, c'est on commence par la petite présentation de Thibaut, qui va nous dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait ici. Allez. Je ferai de même et ensuite on introduira notre invité spécial pour cela. Merci Nico. Salut Alex, encore une fois. Alors pour ceux qui me voient pour la première fois, donc responsable investissement chez Bivouac depuis un peu plus d'1 an et demi, avec un parcours d'investisseur également de mon côté à titre particulier. Moi, globalement, pour faire très simple, chez Bivouac, je suis un rôle juste après justement les conseillers et le pôle dont s'occupe Nicolas. Je suis là vraiment pour établir ensemble un cahier des charges précis, justement, sur vos besoins, votre demande, ce que vous souhaitez en termes de critères, voir si effectivement déjà ça correspond au marché et à ce que vous recherchez. Et puis après, effectivement, je suis en contact avec tous mes collègues chasseurs, dont Alexandre. Et on est là justement pour trouver, on va dire, le bien qui colle parfaitement à ce que vous recherchez. Donc, il y a un échange qui est en permanence, si vous voulez, avec vous sur les différents projets pour justement trouver on va dire, l'investissement pour vous lancer ou pour continuer finalement à investir dans l'immobilier. Donc voilà, je te laisse la main. Parfait, merci beaucoup Thibaut. Du coup, moi, c'est Nicolas. Ça fait la 4e fois qu'on se retrouve en live, déjà tous les deux avec Thibaut et aujourd'hui avec Alex. Je m'occupe du pôle conseil chez Bivouac. Donc, qu'est-ce que le pôle conseil? C'est votre premier contact chez Bivouac. Le but, c'est de co-construire avec vous votre projet d'investissement locatif. Donc, à la fois répondre à vos questions, pouvoir aussi définir des critères d'investissement qui vous plaisent, qui répondent à vos objectifs d'investissement. Donc, ça peut être en termes de ville, en termes de typologie de biens, en termes d'objectifs d'investissement, dans le sens que c'est très long terme, est-ce que c'est court terme, est-ce que c'est pour une rente immédiate ou à l'inverse pour préparer la retraite. Bref, le but, c'est de construire votre projet, construire un projet à votre image et qui vous plaise et éduquer, vous faire bénéficier de notre expertise sur tout ce qui est investissement immobilier locatif. Donc voilà, globalement, ce que je peux dire sur moi et je vais laisser du coup Alexandre, notre génial chasseur sur Troyes, se présenter à son tour. Alexandre qui a l'air d'avoir un petit problème. Alors, je vais rajouter qu'il doit être en coulisses de l'événement. Hop. Alex, ajouté à la scène. Hop, le retour d'Alex. Il y a eu un deuxième petit problème. On t'entend super bien. Comme ça, on a pu se présenter. On a pu se présenter. De force au vestiaire, visiblement. C'est ça. On te laisse. Me voilà revenu. Je vais essayer de me présenter en 2 mots et je présente également la ville de Troyes, ou du moins pourquoi j'y suis actuellement. Donc, je m'appelle Alexandre, je suis le chasseur de Bivouac depuis maintenant 1 an sur 3. Donc, pour résumer en quelques mots, mon travail, c'est de chercher l'opportunité, de faire beaucoup de visites, de sélectionner certains biens et que derrière, justement, Thibaut puisse les proposer aux investisseurs qui sont dans notre pipe. Donc, mon travail, c'est justement d'aller constamment sur le terrain, d'évaluer les travaux, la rentabilité, l'intérêt ou non pour le bien, pour voir effectivement est-ce qu'on le propose ou pas. Je ne suis pas né à Troyes, je suis arrivé à Troyes il y a presque 5 ans maintenant, il y a 4 ans et demi. J'avais analysé à peu près, je pense, toutes les villes à 2 heures, 2 heures et demie maximum de Paris. J'avais fait un tableau Excel à l'époque, j'avais tout analysé et je voulais justement qu'on puisse allier le cadre de vie, la proximité par rapport à Paris. Et j'avais surtout l'idée d'investir en immobilier et d'acheter pour chez moi. Donc, je voulais vraiment un rapport qualité-prix qui était bon. Et quand j'ai découvert Troyes en Champagne, je me suis dit, alors, soit la ville, elle est vraiment pourrie, ce qui n'est absolument pas le cas, ou soit elle est complètement sous-cotée. Et quand j'y suis arrivé il y a 4 ans et demi, honnêtement, c'était vraiment, vraiment sous-coté. Enfin, le marché immobilier était tellement sous-valorisé que c'était vraiment incroyable. Donc, j'ai acheté chez moi, j'ai investi à plusieurs reprises et me voilà maintenant pleinement implanté dans
dans ce qu'on peut appeler la capitale historique de la Champagne. La vraie capitale de la Champagne. La vraie capitale. Il y a une petite rivalité qui est assez marrante avec Reims, parce qu'on est en Champagne, donc du coup, dans l'Aube, qui est le département de Troyes, on produit du champagne, et il y a toujours une petite guéguerre entre le champagne marnais et Aubois. Alors, bien évidemment, à l'international, c'est le marnais qui rayonne beaucoup plus, mais on a des très, très belles caves dans la Côte des Bars, juste en dessous de Troyes. Très bien. Bah, en tout cas, très belle présentation, franchement. Et c'est pour montrer que déjà l'expertise qu'il a pour choisir une ville pour investir, bah, en fait, c'est exactement la même pour nos clients. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée d'avoir des chasseurs chez Bivouac dans chaque ville et qui connaissent le marché et le process investissement aussi parfaitement. Donc, merci Alex. Merci beaucoup. On va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Déjà, on va, comme d'habitude, vous présenter Bivouac. On va aller de plus en plus rapidement au fur et à mesure des éditions, parce que vous l'avez vu quelques fois. Il faut bien représenter pour les nouveaux. On va vous dire pourquoi on fait ce live, comment vous positionner sur les biens qu'on va vous présenter. Parce que oui, le but d'un live comme celui-ci, c'est quand même de vous proposer des biens qui sont disponibles chez Bivouac en off-market. On va vous les présenter, ces biens. Et ensuite, on répondra à toutes vos questions. Donc voilà, j'espère que ça vous va comme ça. On va commencer. Bivouac, c'est quoi ? Bivouac, c'est une entreprise créée en 2017 qui est une référence de l'investissement immobilier locatif clé en main en France. Ça a été fondé par Pierre-Antoine Meunier et Martin Ménez. On a investi environ 400 millions d'euros dans plus de 15 villes de France. Alors vous verrez que les villes, le choix des villes, il évolue en fonction du marché et en fonction des demandes de nos investisseurs. On réalise environ 450 projets par an. 67% de nos investisseurs viennent par recommandation. C'est une grosse force de Bivouac. Les gens qu'on accompagne sont contents de notre accompagnement, refont des projets et recommandent nos services à leurs amis, leurs familles et leur réseau. On a une quarantaine de collaborateurs et une des grosses forces, surtout en ce moment, c'est d'être 100% autofinancé. Aucune levée de fonds. On est maître à bord dans le bateau. Et on sait comment gérer notre argent et du coup, j'espère et je pense qu'on sait gérer celui des autres et donc investir dans l'immobilier locatif clé en main. Voilà pour Bivouac. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Comment ça se passe d'investir chez Bivouac ? Comment ça se passe l'investissement locatif clé en main ? C'est vraiment un accompagnement de A à Z. Globalement, le but est d'enlever toute la partie charge mentale, partie chronophage, énergivore de l'investissement locatif. On commence toujours par une première phase, comme on l'a dit, de conseil en investissement. Le but, c'est de co-construire votre projet, c'est de déterminer qu'est-ce qui est à votre image, quel est l'objectif de cet investissement, jusqu'à ce qu'on ait défini des critères, ces critères qui seront transmis à Thibaut pour la recherche de biens. Je te laisse présenter cette partie-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a rassemblé tous vos critères, l'idée, c'est d'avoir un petit peu le projet type que vous souhaitez. Et comme je l'ai dit, il faut que ce soit en cohérence, bien entendu, avec le marché. Donc là, il y a un gros échange qui est fait ensemble sur la faisabilité ou non du projet, voir si effectivement on est sur la bonne ligne de conduite ou s'il faut adapter le projet. Parce qu'effectivement, entre le moment où on a une idée et puis la réalité du marché, ou en tout cas la prise de risque que vous souhaitez mettre dans l'investissement, eh bien finalement, on peut proposer tout type d'investissement. Une fois que l'on a établi ce cahier des charges, comme je disais, il y a une vraie communication et échange en permanence avec les chasseurs et avec Alex pour justement vous trouver le bien parfait. À partir de ce moment-là, effectivement, donc offre d'achat acceptée. On avance sur tout l'accompagnement, si vous voulez, auprès de la collecte d'informations sur l'appartement, sur la copropriété, tout ce qui va permettre de calibrer et bien sécuriser le projet de A à Z pour que finalement vous soyez le plus serein possible dans l'investissement. Donc ça, c'est un gros travail qui est fait de la part de Christina, Lucille et Estelle. Ensuite, on les accompagne également entre le compromis de vente, l'acte authentique sur la partie financement et tout ce qui est bien sûr expertise juridique. Et ensuite, je te laisse la main, mais sur la partie travaux. Yes, une des grosses forces de Bivouac, c'est aussi les travaux. Alors, en 2 points. Déjà, c'est la structuration. On a notre propre entreprise de travaux, on est contractant général, on a le statut de maître d'œuvre, une garantie décennale. Donc, le monde des travaux ne présente pas le risque zéro, mais grâce à Bivouac, vous pouvez le dérisquer grâce à cette structure et cette garantie, mais aussi grâce aux personnes qui constituent ce pôle travaux. On pense à Greg et Michael, nos 2 conducteurs, sont au-delà d'être de super personnes, c'est des cracks mondiaux dans leur domaine. Donc, vous pouvez avancer les yeux fermés
avec ces gars-là et ça nous assure des chantiers qui se passent bien, qui se déroulent pour le mieux, qui sont livrés à temps et sans surestimer les coûts, les devis. Voilà, bref, tout se passe bien et c'est ça qu'on aime et ça va jusqu'à l'ameublement. On s'occupe aussi d'ameubler votre bien, bien sûr, suivant la stratégie. Mais dans le cas du LMNP qui est plébiscité par 97% de nos investisseurs, on ameuble le bien et ensuite on met en location via nos agences partenaires. Vraiment une super relation qu'on a avec ces agences locales, une par ville ou deux par ville. Et c'est une situation win-win. On leur envoie beaucoup d'investisseurs et eux s'occupent bien d'eux. Donc ça c'est top. Un projet constitué de 6 étapes qui se passe bien et qui fait donc que le projet est un succès. Donc voilà un peu pour le process. Maintenant, où on est situé, comment on trouve les villes, Thibaut, je te laisse présenter. Oui, bien sûr. Alors, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure, où justement et comment on investit. Aujourd'hui, la force de Bivouac, c'est qu'on a des chasseurs qui sont salariés chez Bivouac. Et donc, du coup, comme l'a très bien présenté Alexandre, on a du réseau, on a l'expérience immobilière, mais également investisseur. Et bien de nos collègues qui sont sur le terrain. Donc, c'est comme ça qu'ils vont dénicher les meilleures pépites. C'est comme ça aussi qu'ils vont pouvoir juger si le projet est viable ou non par rapport à notre client. Et ça, c'est une véritable force. Et puis après, effectivement, il faut savoir s'adapter au marché. Il y a certaines villes sur lesquelles on est en retrait, où on est moins actif de par la demande, de par effectivement la conjoncture actuelle et de par également une demande qui est aussi beaucoup plus importante sur les villes sur lesquelles on est présent. Donc voilà, donc Poitiers avec Victor, Flo avec Orléans, Dijon et Troyes avec Alex et justement Adrien avec Nancy que vous connaissez. Donc là, l'idée, c'est que Alex, tu puisses présenter un petit peu la ville de Troyes et voilà, que tu nous décrives oui, je remets le micro. Alors du coup, le cours d'eau que vous voyez sur la carte, c'est la Seine. Parce qu'on est à la dernière... petite anecdote historique, non mais c'est vrai en fait, on n'y pense pas souvent, mais la Seine passe à Troyes, la Marne passe dans la Marne et se rejoint le 67 en Seine-et-Marne avant de devenir la Seine sur Paris. Donc voilà, ça peut vous aider un peu à situer la ville de Troyes. Du coup, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle le bouchon de Champagne, parce que vu du haut, ça ressemble à un bouchon de Champagne, donc c'est vraiment le centre-ville historique de Troyes. C'est vraiment le cœur dynamique de la ville. Pour vous donner une idée un petit peu en termes d'échelle, si vous voulez faire le centre-ville à pied, vous en allez avoir pour à peu près un quart d'heure de largeur à pied par à peu près 30-35 minutes à pied de longueur. On est sur une ville qui est pas immense, on est sur une agglo, je crois, à 160 000 habitants en fonction de où est-ce qu'on a des limites, bien évidemment. Mais par contre, on est vraiment sur un cœur qui est condensé. Le centre-ville est très vivant. Architecturalement, il est... moi, je trouve merveilleux, mais en tout cas, on est sûrement sur l'un des patrimoines à pans de bois les mieux restaurés, les mieux conservés et donc du coup les plus beaux d'Europe. Donc voilà, c'est vrai que dès que je source dans le centre-ville là, on est vraiment dans une stratégie de placement. Et après, bien sûr, on peut s'excentrer un petit peu. Un peu en bas de l'écran, on a justement la Y School, qui est une école de commerce, à peu près 3000 étudiants. Encore plus bas, on a l'école d'ingénieurs, qui est un gros campus, encore 3500 ingénieurs. Il y a l'ESTP, donc c'est une école d'ingénieurs de travaux publics qui vient d'ouvrir. On est sur à peu près 13 000 étudiants sur Troyes. On est sur une ville assez jeune. C'est ce que je dis tout le temps, 42% des habitants ont 29 ans ou moins. 70% sont locataires. Voilà, c'est toujours un petit peu beaucoup de chiffres, mais c'est pour vous donner vulgairement 2-3 clés pour comprendre le marché troyen. Génial. Merci beaucoup. Top. Hop. Merci Alex. Ça nous permet effectivement de pouvoir plus facilement visualiser les projets qu'on va vous présenter tout à l'heure. Yes. Rapidement, on passe sur les honoraires. Alors, dans tous les cas, vous reverrez le replay, donc vous pouvez retrouver ça. Comment Bivouac se rémunère pour l'entièreté du projet. C'est un pourcentage du prix du bien FAI. Donc, vous pouvez voir les différentes tranches qui s'appliquent, plus 20% de la baisse de prix d'achat négocié. Donc, quand nos chasseurs comme Alex arrivent à négocier un prix plus intéressant pour vous, c'est une situation win-win, on prend 20% et qui se retrouve en honoraire et vous gagnez 80% de négociation. Donc voilà, si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent dans le chat, on va y répondre juste après, vous en faites pas. Il y a Del qui répond aussi. Ouais, et on pourra compléter
Il y a des questions que j'aime beaucoup, que je vois juste ici. Du coup, un exemple d'honoraire, vous aurez la présentation à la fin, on ne va pas s'étaler là-dessus, parce qu'on a déjà pris 17 minutes. Pourquoi ce live, Thibaut? Pourquoi ce live? Ouais, tout simplement, pareil, pour faire rapide. Là, l'idée, effectivement, c'est plus précisément parler de 3, mais c'est surtout mettre en avant tout le travail, finalement, qui est fait par Alexandre. C'est long, parce que, comme il l'a dit, il visite plein de projets pour finalement en sélectionner qu'un, voire plusieurs, que l'on va derrière envoyer à nos clients. Donc, il y a un gros filtre, un gros travail qui est fait entre le prix, le montant des travaux. Donc, c'est important pour les clients Bivouac de travailler en confiance et de montrer qu'effectivement, il y a un vrai professionnel derrière. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous montrer tout ce qui est fait de notre côté, de vous montrer les projets que l'on peut sourcer. Maintenant, les projets que l'on va vous montrer, il y en a d'autres, il y a d'autres typologies. Donc voilà, tout simplement. Très bien, très clair. Comment se positionner maintenant? Comme vous savez, les 5 biens sont disponibles en off-market pour Bivouac. Du coup, ils sont disponibles. Vous pouvez vous positionner dessus. Comment ça se passe maintenant? On va vous envoyer un Typeform. Il sera dans le chat. Je pense qu'Adèle va l'envoyer. Il suffit de remplir le formulaire en commentaire, nous dire pour quel bien vous souhaitez vous positionner. Dans la foulée de ce live, dès la fin de celui-ci, je ou Thibaut vous appelle et vous pourrez du coup voir un peu comment ça se passe. On vous expliquera le process, on vous expliquera tout le côté administratif. Vous pourrez à ce moment-là signer le mandat de recherche Bivouac et votre projet sera lancé sur ce bien. Donc voilà, on n'a que 5. En moyenne, on a entre 10, 15 formulaires qui sont remplis. Les biens partent tous dans la foulée. Donc n'hésitez pas, si un projet vous plaît, même si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr d'y aller, n'hésitez pas à remplir le formulaire pour qu'on puisse vous appeler et en discuter. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va pouvoir vous présenter maintenant les biens. On commence par un IDR de 4 appartements de 135 mètres carrés. On va laisser Thibaut présenter ce bien et ensuite on pourra nous poser des questions à Alex sur pourquoi il a sourcé, pourquoi c'est une belle opportunité. Ok, top. Merci Nico. Alors, comme d'habitude, je vais déjà vous présenter en même temps que la fiche, la structure du projet. Dans un premier temps, on a effectivement les photos intérieures du projet avec une partie sur les parties communes, extérieures et la partie façade. Donc ça sera pour l'ensemble de mon projet. Ensuite, on a des informations génériques sur le rendement, le total acquisition, mensualité, loyer. Ça permet très rapidement, effectivement, de voir la rentabilité du projet, le montant et voir si ça colle finalement à ce que l'on recherche. On a une présentation qui est faite, qui est très détaillée par chacun de nos chasseurs. Donc, ce qui est top, c'est qu'on parle de la localisation. Effectivement, on est sur un immeuble qui est en retrait avec la composition. Bon, là, on est sur 4 lots, 3 appartements et une maison, tous loués. On a les DPE. On a des informations qui sont quand même très importantes par rapport aux charges et électricité, puisqu'on a sur ce projet-là 3 compteurs pour 4 lots. On a, comme l'a dit Alexandre, une performance énergétique et c'est quelque chose qui est très important en ce moment, qui fait très débat avec les nouvelles réglementations, donc qui sont très suivies également par nos investisseurs. On a derrière un peu plus d'informations sur l'immeuble, le statut locatif. Donc aujourd'hui, très important aussi de savoir, on va dire, par quelle sauce on va être mangé par les impôts. Donc là, on est loué en nu, la surface Carrez, la localisation. Donc, comme l'a présenté tout à l'heure Alexandre, là, on est à 10 minutes à pied de l'hypercentre-ville. Donc, ça reste un super projet bien placé. Ce qu'il faut savoir également, il y a des informations un peu plus globales sur la copro, stationnement extérieur, donc pas de balcon, pas d'ascenseur, pas de cave, tout est individualisé. Donc 4 lots, bien entendu. Donc, ce n'est pas de la copropriété, c'est de la monopropriété. Donc, sur ce projet-là, il y a une partie détail travaux. Donc là, puisque tous les appartements sont loués, effectivement, il n'y a pas de travaux qui est pris en compte dans le projet. Mais effectivement, c'est un budget qui sera à prévoir au départ des locataires. L'ameublement, l'analyse du marché. Donc, après, Alexandre nous a donné un peu plus d'informations sur la part propriétaire, locataire, sur la prise de valeur, les différents quartiers. On a une partie, justement, acquisition et financement, avec une mise de départ. Effectivement, en fonction de l'apport que vous voulez mettre dans le projet, ça va changer la mensualité, la durée d'emprunt, les taux d'emprunt et la revente prévue. Ce qui va surtout intéresser effectivement nos investisseurs, c'est le prix que l'on achète, la négociation qui est envisagée. Qu'il y a négociation ou pas envisagée, c'est vraiment le
l'échange qu'a notre chasseur Alexandre avec le vendeur ou l'agence immobilière. Il n'y a aucune certitude par rapport à la négociation. Il se peut que sur ce projet-là, on arrive à négocier alors que dans la fiche, il n'y a pas de négociation. Et à l'inverse, quelqu'un qui, premier abord, a envie de négocier ou veut vite se débarrasser du projet, peut-être qu'à l'inverse, il n'y en a pas. On a des détails sur les frais de notaire, les frais de garantie bancaire, travaux, mobilier, honoraires et le total d'acquisition. Forcément, en découle le financement avec la partie apport et finançable. Et puis, ce qui intéresse surtout, et bien sûr le client, c'est la partie bilan financier, c'est-à-dire vraiment le bilan comptable mois le mois, avec les loyers, les sorties avec les mensualités, les charges récurrentes, frais de gestion locative. Donc là, c'est cocher, décocher, c'est vraiment en fonction de l'investisseur. Certains souhaitent gérer effectivement les locataires en direct, donc effectivement, on ne les rentre pas. Et donc, ce qui fait que sur ce projet-là, on arrive quand même à de l'autofinancement, on a même du cash flow positif sur un immeuble de rapport, encore une fois, qui est positionné, alors pas dans le bouchon, mais j'ai envie de dire que pour avoir effectivement cet autofinancement, si on est dans le centre-ville, on l'achète beaucoup plus cher. Donc effectivement, sur ce projet-là, c'est le bon rapport qualité-prix pour allier l'emplacement et la rentabilité du projet. Complètement. Et on est sur un projet qui est déjà loué, déjà rentable. Donc c'est quand même un projet ultra fluide. Tu l'achètes, tu deviens propriétaire, tu es tout de suite rentable. Et au départ des locataires, justement, on pourra faire rénovation et derrière le remettre en location avec un boost de rentabilité qui sera mis sur les futurs loyers. Peut-être qu'on peut demander à Alex rapidement de nous dire pourquoi il a affiché ce bien-là. Petite précision, parce que c'est quelque chose que j'ai fiché il y a seulement 2-3 jours, vraiment le tout début de semaine. Je n'ai pas pu aller voir tous les lots, comme je précise dans la fiche, justement, parce que pour être transparent, je l'ai fiché alors que l'agence n'a même pas encore le mandat. Donc, je suis vraiment arrivé au tout début. Hein. C'est une agence avec qui je travaille assez régulièrement et elle m'a appelé. Donc, du coup, j'ai été faire une visite. J'ai pu voir que 2 lots sur 4 et surtout voir l'aspect extérieur. C'est ce que je précise dans la fiche. Donc, du coup, bien évidemment, si quelqu'un se positionne, pour moi, vu le projet devrait être le cas, sera forcément conditionné à ma venue sur place. C'est pour ça que je suis assez prudent dans la fiche, y compris sur le prix négocié, par exemple. J'ai mis aucune négociation possible parce que je ne m'engage pas sur quelque chose dont je n'ai pas un minimum de certitude. Il y a surtout cette histoire de compteur à éclaircir, voir comment c'est construit. Je pense qu'il y a peut-être une division. Donc pareil, il faut aussi regarder le règlement de copro pour voir si tous les lots sont bien désignés. Mais voilà, c'est un petit peu entre guillemets le revers de la médaille du off-market, c'est qu'on arrive aussi sur un tout début du moins de mise en vente. Le vendeur veut vendre, l'agence, là, dans ce projet-là, n'a toujours pas le mandat. Donc bien évidemment, on n'a pas l'ensemble des informations. Le but, c'est pas non plus de foncer tête baissée, c'est juste de vous proposer l'opportunité à leur genèse. Hein. Et si on va plus loin, bien sûr, derrière, il y a tout un service. Je pense notamment à Christina et Lucie qui, derrière, vont analyser l'ensemble des pièces propres au bien. Et puis, on conseille fortement également de passer par ce qu'on appelle un notaire acheteur. Donc, c'est un notaire qui va représenter la partie acheteur qui, lui, va également travailler le dossier avec son expertise. Ok, top. Effectivement, comme tu le dis, hein, c'est important de se faire accompagner de A à Z sur à toutes les parties du projet pour le sécuriser et qu'il n'y ait pas en fait de problématiques particulières. Quoi. Donc, ok, top. Peut-être des petites questions, vu que c'est un projet un peu atypique, notamment sur les travaux, vu que c'est du déjà loué. Est-ce que tu sais comment Bivouac accompagne sur ce type de projet une fois que les locataires sont sortis ? Ouais, chez Bivouac, on peut avoir on a du coup ce qu'on peut appeler un accompagnement en 2 temps. C'est-à-dire que ça nous arrive c'est loin de la majorité de nos projets, mais ça nous arrive dans certains projets d'avoir des projets qui sont déjà loués. Donc, du coup, on ne peut pas faire des travaux parce que le locataire est en place. Souvent, les locataires en place, ce qui n'est pas le cas actuellement, sont avec des loyers qui sont en dessous du prix du marché. Donc, du coup, il faut prévoir des travaux au départ du locataire. Alors, les locataires partiront lorsqu'ils auront envie de partir, du coup, parce que le bien est vendu avec ses occupants. On met toujours une fourchette un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu à la louche, parce que si le locataire part dans 6 mois ou si le locataire part dans 7 ans, déjà l'usure provoquée par le locataire ne sera pas la même. Et puis,
vous connaissez tous ce mécanisme de l'inflation, mais voilà, 1 euro aujourd'hui, c'est pas 1 euro dans 7 ans. Donc on est vraiment sur quelque chose de prudent, d'indicatif, on va dire. Voilà, on ne s'engage pas sur un devis 7 ans à l'avance, c'est bien évidemment le cas. Par contre, Bivouac sera là pour accompagner dans un second temps. Et je sais que sur un projet, je ne sais plus quelle ville, mais je sais que sur un projet, il y a un locataire qui est parti au bout de 3 ans et demi. Et donc, du coup, Bivouac a fait les travaux au bout de 3 ans et demi. Et pas sur 3, du coup, parce que je n'étais pas encore là, mais c'est très bien passé. Donc voilà, il y a un accompagnement en 2 temps. Le but, c'est quand même de vous trouver l'opportunité, de vous accompagner durant toute cette phase-là, mais derrière, d'être toujours un soutien et un appui en plus de l'agence de gestion pour la gestion et l'entretien du bien. Ok, bien, ultra clair. Merci pour cette question de Samba sur un risque particulier par rapport aux locataires déjà présents. J'ai pas encore d'informations dessus, sachant en fait que lorsqu'on se positionne sur un bien et qu'il y a des locataires en place, le propriétaire est bien évidemment tenu de nous tenir informés de la situation de chaque locataire. Voilà, si on a un locataire qui ne paye pas, bien évidemment, on est informé, mais même si on a un locataire qui paye en retard, on peut avoir un locataire qui paye avec 15 jours de retard tous les 3 mois. En soi, on peut considérer que ce n'est pas dramatique, mais juste cette petite information peut être considérée comme un risque supplémentaire, et donc le vendeur doit informer l'acheteur de cette situation. Donc, bien évidemment, lorsqu'on fait des projets Bivouac, on s'assure que les locataires en place sont fiables. Ou après, j'ai envie de dire, tout a un prix. Hein. Si le locataire n'est pas fiable et ne paye plus, dans ce cas-là, ça peut être aussi un gros argument de négociation. Enfin, ce qui compte dans tous les cas, c'est pas de fuir le risque, mais c'est que vous ayez vraiment toutes les cartes en main, d'évaluer le risque, d'évaluer la situation et d'acheter en connaissance de cause. Ok, maîtriser le risque. Ouais. Surtout en avoir connaissance. Voilà, notre idée, voilà, c'est de prendre les décisions en ayant vraiment toutes les informations, qu'il n'y ait pas d'asymétrie, quoi. Trop bien. Top. Merci Alex pour ce premier projet. Ultra clair. Je te laisse présenter directement le deuxième. Hop. Alors, deuxième projet, je vais tout de suite aller sur les photos. Donc là, globalement, il est plutôt sympa, lumineux. Il y a de l'espace, il y a du charme dans les différents matériaux aménagements. On voit que une copro, ce n'est pas une copro qui est récente, mais par contre, elle est plutôt très bien entretenue. Le bâtiment également, on voit qu'on n'aura pas de façade à reprendre. Tout ce qui est toiture sera des choses que l'on vérifiera bien entendu. Donc, on est sur un T2 de 37 mètres carrés à rafraîchir à Sainte-Savine. Donc, c'est juste à côté de Troyes, ça fait partie de l'agglo de Troyes. On est sur un projet à 132 000 €. Donc, encore une fois, on a toutes les informations sur le loyer et la mensualité. Ce qu'on peut voir sur ce projet-là, effectivement, c'est qu'on est sur un rez-de-chaussée. Ce qui est top, c'est qu'on a également une place de parking avec ce logement-là. Donc, effectivement, par rapport au positionnement, mais ça, Alex, on en reparlera tout à l'heure, par rapport à la carte, ce qui est top, c'est que si demain, les locataires ont besoin d'une place de parking, c'est quand même mieux d'en avoir une à proximité. C'est vraiment un plus pour le projet, pour l'investisseur et pour le confort du locataire. Ça permet vraiment de le garder sur le long terme. C'est clairement un plus par rapport aussi à la qualité de la rénovation et du logement. Donc, copro à faible charge, puisqu'on est sur une copropriété justement de 12 lots, c'est libre pour la vente. Double vitrage partout, stationnement extérieur, chauffage donc individuel électrique. On est sur un DPE. On a effectivement le détail des travaux ici qui est mis en avant par Alexandre. On a effectivement sur beaucoup de nos projets la projection 3D du plan de ce que va donner le logement une fois qu'il sera rénové, meublé. Ça donne déjà une bonne idée. Donc là, on retourne sur toutes les statistiques effectivement de la ville et on va directement au projet chiffré. Donc effectivement, là, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre, en fonction des informations qu'il a, il y a une potentielle négociation que l'on a ici. Les frais de notaire, on a 18 000 € de travaux qui est prévu, un budget pour le mobilier, ce qui nous donne un total acquisition à 130 475, une partie en apport et derrière, ce qui permet de mettre en avant effectivement le rapport, si vous voulez, le bilan mensuel. Donc sur ce projet, à moins 233 mensuels. Donc, ce qui est bien sur ce projet-là, moi je trouve en particulier, c'est qu'on n'est effectivement pas dans l'hyper-centre-ville, mais aussi avec les avantages et les contraintes que peut avoir l'hyper-centre-ville. Par exemple, déjà le stationnement qui est ultra rare sur 3 hyper-centre-ville, mais comme toutes les villes. Et en fait, ce qui est top, c'est qu'on est sur une surface, sur du T2,
qui fait qu'on n'a pas beaucoup de turnover en termes de locataires. On est souvent à destination du jeune actif, encore plus qu'il y a une voiture. Et donc, du coup, on est sur souvent, alors il n'y a pas de règles, mais on est entre 2, 3, 4, 5 ans, voire beaucoup plus en termes de durée de bail par rapport à ce type de locataire. Donc ça, c'est vraiment l'investissement sur lequel on ne prendra pas de risque. Les chiffres qui sont annoncés, on va au bout. On ne va pas chercher la rentabilité sur ce projet-là. On est vraiment sur de la sécurité. Donc voilà. Est-ce que tu as des questions que tu veux Pour l'instant, ça va. En tout cas, petit commentaire, je trouve que c'est un très bon petit premier projet ultra safe pour se lancer dans l'investissement immobilier locatif. Là, on va avoir, comme tu as dit, peu de turnover, pas de vacances locatives. On est ultra bien placé dans la ville de Troyes, même si ce n'est pas l'hypercentre. Mais ce que je propose, c'est que ce soit le principal connaisseur qui nous dise pourquoi, pour lui, c'est une bonne opportunité. Et ensuite, on pourra poser des questions plus sur la fiche en elle-même. Alors, plusieurs choses. C'est vrai que sur le bâtiment, on est sur c'est une ancienne maison bourgeoise années 30, donc on est toujours sur quelque chose d'assez quali niveau construction. On est quand même sur des bâtiments qui ont déjà une centaine d'années et qui, entre guillemets, ont fait leur preuve. Ensuite, je pense que la question qui pourrait revenir assez rapidement, c'est Sainte-Savine. Du coup, Sainte-Savine, donc c'est une ville de l'agglo troyenne. Je ne fais pas toutes les villes de l'agglo troyenne, mais Sainte-Savine, pour ceux qui habitent à Troyes, c'est aussi huppé, voire plus huppé que Troyes, si vous voulez. Puis en plus, si on veut prendre un petit exemple, on va dire Paris, c'est une ville globalement à peu près ovale. C'est-à-dire que dès qu'on s'éloigne de Paris, on s'éloigne de Paris. Troyes, c'est une ville qui n'a pas une forme géométrique classique. C'est une ville qui est découpée, je ne veux pas dire étrangement, mais pas loin. Ce qui fait que, par exemple, vraiment pour être très concret, cet appartement-là est plus proche du centre-ville de Troyes que moi où j'habite, alors que moi j'habite à Troyes. Voilà, en fait, on a des quartiers de Troyes qui sont plus éloignés du centre-ville que certains quartiers de Sainte-Savine ou de Saint-André-les-Vergers ou de Saint-Père-au-Tertre. Donc parfois on est vraiment sur une agglo avec des villes qui sont un peu mis comme des Lego les uns dans les autres. Donc voilà, pour ceux qu'on la référence, Sainte-Savine, c'est un peu comme Olivet, Orléans. Voilà, c'est les villes un petit peu huppées de l'agglo. Donc voilà, en typologie de locataire, Thibaut a bien résumé. Ce ne sera pas forcément de l'étudiant, ce sera, je pense, alors on dit toujours du jeune actif, ça peut être aussi du moins jeune, hein, mais bien sûr, tu as raison. Voilà, non, c'est vrai, donc peut être aussi du moins jeune. En tout cas, voilà, on sera sur un turnover qui sera plus faible. Petite anecdote, c'est vrai que c'est quelque chose que je fiche en meublé parce que la majorité de nos investisseurs sont quand même des primo-investisseurs, bon, en tout cas, c'est majoritairement des investisseurs qui ont moins de 3 ou 4 investissements, donc on est quand même sur du LMNP dans une très grande majorité des cas, mais sur ce type de bien, en type de situation, si on est sur un investisseur en SCI à l'IS, où on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut dans cette SCI, si on met du nu, on est sûr d'avoir encore moins de turnover, donc, et un investissement un peu plus faible au départ. Voilà, il y a plusieurs stratégies qui sont possibles sur ce type de bien. Ok. Trop bien, trop clair. Top. On voit qu'il y a un DPE là-dessus sur ce projet-là. Toi, quel est ton positionnement sur ce projet-là en particulier et peut-être aussi de manière générale? Lui, du coup, j'ai pas encore reçu le DPE complet de l'agent parce que je pense que, après, je sais jamais si nos viewers le savent, mais voilà, le DPE, c'est pas juste une lettre. En fait, la lettre vulgarise un chiffre, donc il y a une consommation en kilowattheure par mètre carré par an. Donc du coup, moi j'aime bien avoir le DPE complet pour voir entre guillemets ce qui se cache derrière la lettre. Est-ce qu'on est sur un bon E qui est proche du D, sur un mauvais E proche du F. Voilà. On peut analyser surtout la recommandation des diagnostiqueurs pour améliorer la performance énergétique du bien. Mon conseil personnel en ce moment sur des DPE, c'est surtout de prendre en considération que la réglementation augmente pour les surfaces de moins de 40 mètres carrés. Donc on aura l'occasion d'en parler dans un autre bien, parce qu'il y a un autre bien qui est également concerné. Alors en fait, le mode de calcul va être le même, donc on aura toujours la même dépense énergétique en kilowattheure par mètre carré par an, mais le barème va vulgairement doucement glisser, voilà, pour bonifier ce type de surface. Donc là actuellement, avec ce DPE-là, on est en E. C'est fort probable qu'à partir de juillet, avec le nouveau mode de calcul, on passera en D. Donc, est-ce que c'est pertinent pour les investisseurs d'aller engager des travaux de rénovation énergétique, d'aller changer un ballon d'eau chaude, d'aller refaire des travaux qui, au final,
pas valorisés, ne valoriseront pas le bien correctement et pas à la hauteur des dépenses. Donc pour moi, c'est pas utile pour l'instant. Sur ce type de bien, il faut vraiment attendre d'avoir le DPE complet, regarder où on se situe, faire une simulation, parce que les simulations sont déjà disponibles sur les sites du gouvernement, donc pour voir en quelle lettre on ressortira en juillet. Et à partir de ça, on se positionnera sur les travaux à faire ou non. Sachant que eux, ça reste de 1, la moyenne nationale, et de 2, je crois qu'on a l'interdiction de location en 2034. Si le calendrier est respecté et si c'est effectif. Ce qui entre nous est loin d'être le cas. Donc pour moi, eux, on n'aura pas de problème. Après, bien évidemment, ce sera aussi un critère vis-à-vis des locataires d'avoir des appartements qui sont de plus en plus, de moins en moins énergivores, de plus en plus respectueux des normes énergétiques. Mais voilà, pour moi, il n'y a clairement pas urgence de faire des rénovations sur ce bien. Ok. Trop chouette. Bon, top. Merci pour ce deuxième projet. On passe au troisième, Châlons-en-Champagne. Pas à côté. Non, pas juste à côté. Mais ça reste du off-market. Alors, ce qui est top dans ce projet-là, c'est le budget en fait. On est sur une acquisition à moins de 60 000 € pour un T1 de 20 mètres carrés à Châlons-en-Champagne. Forcément, loyer versus mensualité donne une très très bonne rentabilité à plus de 11%. Ce qui est bien également sur ce projet, effectivement, c'est pour les personnes qui souhaitent débuter dans l'investissement. Ce n'est pas une enveloppe qui est considérable. Ça permet vraiment de mettre le pied à l'étrier et de se faire au process, aux différentes étapes, aux problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, effectivement, on a des travaux à faire sur un appartement de 20 mètres carrés ou 4 appartements. Ce n'est pas la même chose par rapport à l'immeuble, même si quand on est bien accompagné, ça file droit. Ensuite, on a des informations, donc une nouvelle fois, concernant la copropriété, le statut locatif. Comme on peut le voir, donc, à Châlons, on se situe vraiment dans le centre-ville, parce qu'à partir du moment où effectivement on s'excentre pour aller chercher une rentabilité, parce que c'est ce qui est c'est l'objectif de ce projet-là, eh bien, il faut quand même garder un emplacement numéro 1 dans la ville en question. Et donc, effectivement, sur ce projet-là, c'est le cas. Une copro de 40 lots, tout est individualisé. On vient de parler des DPED, donc effectivement, là-dessus, on est plutôt serein par rapport aux interdictions et aux réglementations qui arrivent. Et puis, hop, on va partir sur la partie directement acquisition. Donc, un bien à 38 000 €, qu'effectivement, c'est pas très cher et contrairement à d'autres villes. Mais ce qui fait que sur la globalité, effectivement, on a une acquisition à moins de 60 000 €. C'est quand même super agréable pour commencer. Et ce qui donne aussi une superbe rentabilité, puisqu'on a la mensualité d'emprunt, des charges qui vont avec. Et voilà, on a un effort d'épargne de moins 20 € pour un premier projet. Moi, je trouve en tout cas pour commencer, pour limiter le risque, ça reste un super projet. Ah ouais, non, mais là, c'est un top projet. Total Acquisition ultra accessible. Soit un premier, un deuxième ou un troisième projet, c'est génial. Ça permet de prendre très peu de risques. Là, la tension locative, elle est certaine aussi. De toute façon, Alex nous en dira un peu plus. Je voulais juste revenir rapidement, parce que c'est une notion qu'on a abordée plusieurs fois depuis le début, mais qu'on n'a pas vraiment expliqué. Nous, on parle de rendement brut chez Bivouac. Le rendement brut, il est calculé sur le total des revenus annuels divisé par le prix du bien plus le prix des travaux. C'est ça, voilà, exactement. On ne compte pas les frais de notaire, on ne compte pas les honoraires, c'est du rendement brut. Le rendement net est ultra facile à calculer et dans tous les cas, vous avez toutes les données pour le faire dans la fiche. Mais donc voilà, on est sur 11,22% de rendement brut, qui est une super renta. Et pour un projet aussi safe en plus, c'est vraiment du pain béni. C'est ça, exactement. Il y a une question de Thomas. Ouais, je peux m'en occuper. Si ça... La transition est parfaite. J'allais te poser la question, donc je n'ai pas besoin. Vas-y. Non, mais top. Non, mais voilà. Alors, Châlons-en-Champagne, j'y vais très, très rarement pour sourcer. Là, ce bien en off, pour être totalement transparent, c'est mon notaire perso qui fait parfois quelques successions. Et donc, du coup, avant de mettre en vente, m'appelle. Et on a déjà fait d'ailleurs une affaire avec lui, avec Bivouac. Mais voilà, dès qu'il y a une succession, dès qu'il y a quelque chose que je considère comme étant correct, je le propose aux investisseurs Bivouac. Donc voilà, c'est grâce à mon notaire perso qu'on a ce genre d'opportunité. Alors en comparaison, je réponds à Thomas, mais Châlons-en-Champagne, c'est la préfecture de la Marne. Pour l'anecdote, Reims est la plus grande ville de France, n'est pas préfecture, parce que lors du découpage administratif de la carte de France, j'adore cette anecdote, mais Reims est trop marqué religieusement pour être une préfecture. Donc du coup,
Reims, c'est la capitale économique de la Marne, et Châlons-en-Champagne est la capitale administrative de la Marne. On est sur une ville à 45 000 habitants, bien évidemment moins dynamique que Troyes. Donc la comparaison, bien évidemment, je mets Troyes au-dessus de Châlons-en-Champagne. Mais comme vous avez pu le constater, niveau total acquisition, on n'a jamais ce type de surface à ce prix-là sur Troyes. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller vulgairement troquer un peu de dynamisme pour aller chercher un peu de rentabilité. Voilà, on peut pas avoir ce qu'on dit le beurre et l'argent du beurre. Donc on va aller sur des villes qui sont peut-être moins dynamiques. Alors attention, quand je dis moins dynamique, c'est pas non plus des villes sur le déclin, loin de là. Et pour aller chercher une meilleure performance d'un point de vue rentabilité. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question de Thomas. Tension locative, pareil, je vais te parler de mémoire, on a 60%, 65% de locataires sur Châlons-en-Champagne. Sachant que ce qui compte, c'est d'avoir du locataire. La tension locative, c'est toujours ce que je dis, et parfois il y en a qui me disent à Paris, c'est génial, on a 30 dossiers pour un appart. Je dis, ouais, mais tu le loues combien de fois ton appart? Une fois. Donc, du coup, avoir 30 locataires, enfin, au bout d'un moment, c'est comme un restaurant, on ne va pas non plus sortir des tables. Voilà, ce qui compte, c'est d'avoir un locataire au bon prix. On a une tension locative qui est satisfaisante sur Châlons. Vulgairement, si on veut résumer, Paris, les appartements se louent peut-être en 1 heure. À Troyes, en ce moment, on considère qu'entre 48 heures et 1 semaine max, c'est loué. Peut-être que Châlons, ça va prendre 1 semaine, peut-être 2 semaines maximum. Mais voilà, dans 2 semaines, c'est vraiment le grand maximum. Donc, on a une tension locative qui est certes moins forte que les très grandes villes, mais qui est largement suffisante. Et quand bien même dans des villes comme ça, sur lesquelles on ne pense pas investir, parce qu'on ne communique pas dessus, les médias ne communiquent pas dessus, donc les investisseurs ne vont pas non plus trop là-bas. Et pour le coup, si on arrive à se démarquer en termes de qualité de logement, c'est là aussi où on peut faciliter et augmenter ce ratio. Au lieu de passer à 2 semaines, tu passes à 1 semaine, parce qu'effectivement, des biens comme ça, il y en a peut-être 3, mais qui sont déjà loués, et on arrive en 4e position, quoi. Non, complètement. Après, c'est pour ça qu'on fait toujours des stratégies. Par exemple, ça ne viendrait pas à l'esprit d'aller faire une colocation à Châlons-en-Champagne. Voilà, Châlons-en-Champagne, il y a bien sûr quelques étudiants, mais il n'y a pas non plus beaucoup d'étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on doit, en tant que chasseur, adapter notre sourcing et les stratégies qu'on propose à nos clients en fonction de la ville et surtout de la localisation du bien dans la ville. Ok, magnifique. Bon, top. On va juste devoir un tout petit peu accélérer pour avoir le temps de répondre aux questions à la fin. On passe sur les 2 derniers biens avec ce T2 de 37 mètres carrés à rénover. Voilà, T2, 37 mètres carrés à rénover. Donc, effectivement, là, en plus, on va peut-être gâcher le plaisir, mais j'ai eu l'agence ce matin, il est peut-être vendu. Donc, voilà, bon, j'arrête tout. Non, je rigole. On va quand même non, le c'est pas encore fait, bien sûr, mais voilà, c'est aussi pour. Ça peut être aussi un symbole on va dire de réactivité parfois qu'il faut avoir sur certains projets. C'est que. Bien sûr. Tu as raison de le préciser. Donc, T2, 37 mètres carrés, donc à rénover à 3. On est sur un budget de 82 000 €. Encore une fois, notion de rentabilité. Aujourd'hui, donc l'appartement, il est loué. Ce qu'il faut savoir, qui n'est effectivement pas prévu dans la fiche, dans un premier temps, c'est qu'il y a des travaux et ameublements compris à hauteur de 35 000 €. Donc, effectivement, le jour où le locataire part, c'est une enveloppe qu'il faudra penser, avoir de côté, en tout cas anticiper pour remettre au goût du jour le projet. Par contre, ce qui est top dans ce projet-là, c'est qu'effectivement, alors la localisation, elle n'est pas bonne. Si tu me confirmes. Non, on a Google qui. Enfin, je pense que c'est Google ou autre, mais en tout cas, c'est pas fiable. Ouais. Sur celui-là, on est un petit peu sur. Ouais, c'est ça. Voilà. Je montre avec mon doigt à l'écran, mais personne ne voit mon doigt, donc du coup, c'est pas. Mais c'est pour ça que je bouge avec ma souris. Et voilà. On est sur cette localisation, donc on est vraiment à 2 pas de l'entrée de l'hyper-centre-ville de Troyes, du Bouchon. On est sur une petite copro au rez-de-chaussée des PED. Donc, encore une fois, on est vraiment serein demain en tant que propriétaire d'avoir un bien qui est déjà bien noté en termes de performance. La description de ce qui va être fait en termes de travaux, encore une fois, le jour où le locataire partira, mais comme on n'a aujourd'hui aucune idée, on ne sait pas s'il partira dans 6 mois, dans 6 ans ou dans 15 ans, ou jamais. Donc effectivement, c'est compliqué après, au niveau de la banque, d'aller, on va dire, argumenter sur un montant de travaux qui ne sera peut-être jamais injecté. Donc voilà. Et ensuite, sur la partie acquisition,
Donc, effectivement, on a 65 000 € de prix d'achat FAI envisagé, le détail des frais de travaux. Donc, effectivement, là, on n'a pas mis de mobilier travaux parce qu'aujourd'hui, c'est déjà occupé. Et sur la partie financière, donc aujourd'hui, on est à moins 148, ce qui est vraiment top. Alors, le jour où le locataire part, on fait des travaux. Donc, oui, ça augmente le budget, mais on pourra aussi augmenter le loyer derrière parce que la qualité du bâtiment même reste la même, mais l'intérieur, effectivement, prend en valeur. Donc voilà. Magnifique. Là aussi, un petit projet qui est top. Est-ce qu'il y a des questions? On parlait, c'est la deuxième fois que je parle de rez-de-chaussée. Je sais que ça peut être un blocage pour certaines personnes. Toi, qu'est-ce qu'il en est par rapport aux différents projets qu'on a pu montrer et quel est ton avis là-dessus ou pour casser un petit peu aussi les… Ouais, c'est vrai que… alors moi, c'est mes convictions perso, mais par exemple, j'ai plusieurs apparts, dont un en Airbnb qui est en rez-de-chaussée. Et je sais que le rez-de-chaussée, en général, est assez mal aimé. Je pense pour plusieurs choses. Alors parfois, on est sur des problèmes d'isolation, parce que si on n'a pas de cave, on est directement sur dalle. Donc, point de vue isolation, c'est moins bon. On a aussi surtout l'image des cambriolages sur le rez-de-chaussée. Très honnêtement, à Troyes, on est une ville… Enfin, je ne considère pas qu'on est une ville particulièrement d'insécurité. En vrai, on est une ville… il y a un super cadre de vie. Non, mais c'est vrai. Et surtout, le rez-de-chaussée, pour moi, permet de toucher une typologie de locataires différents aussi. Enfin, je veux dire, une type différente, excuse-moi. C'est quelque chose que je prends souvent en exemple, mais un rez-de-chaussée vraiment de plein pied, sans escalier, vous allez pouvoir avoir de la personne âgée qui va pouvoir aller dans votre logement en tant que locataire sans problème. Sachant que je le constate qu'à Troyes, il y a une clientèle, enfin, il y a une partie de locataires qui sont des personnes âgées qui ont parfois une maison en campagne, parce qu'on va dire, si on résume dans notre vie, en général, on vit dans les centres-villes. Après, quand on commence à avoir une femme, des enfants à Labrador, on va commencer à aller dans l'agglomération, voir la campagne. Et quand on est âgé, qu'on a cette grande maison-là, qu'on a peut-être le mari ou la femme qui en est pas, on a peut-être pas forcément besoin d'avoir une très grande surface, pas forcément besoin d'avoir autant de jardins à entretenir. Donc très souvent, on a enfin, ce que je constate dans l'agglomération troyenne, des maisons qui sont en vente et des personnes qui veulent pas forcément aller en EHPAD ou en centre spécialisé, mais qui vont prendre une location d'un petit appartement proche des commodités, proche de la pharmacie, proche des commerces. Et du coup, si on est sur une personne avec une personne âgée qui n'a pas forcément une très grande mobilité, entre un 3e étage sans ascenseur et un rez-de-chaussée de plein pied, j'ai envie de dire, la question est vite répondue. Du coup, pour moi, gros argument sur les rez-de-chaussée de plein pied. On peut avoir une super clientèle. Alors, j'ai une petite anecdote pour montrer que parfois je fais des prédictions qui ne sont pas bonnes, mais on a une cliente non, mais c'est dans la majorité, c'est des personnes âgées qui peuvent aller là-dedans, mais on a une cliente, on a fait un super investissement, c'était en off, à un quart d'heure à pied centre-ville, c'était vraiment un petit jardinet, un rez-de-chaussée top. Et du coup, je dis à la cliente, je suis persuadé que tu vas avoir une personne âgée, la pharmacie est à côté. Du coup, elle s'est retrouvée avec un joueur de l'Estac qui a 19 ans, donc un joueur du club de foot, il a 19 ans, l'information, il vit là, donc ça m'a fait rire. Voilà, que parfois c'est la typologie de locataire qu'on pense, mais voilà, ce qui compte, c'est d'avoir un bon locataire, quoi. À 2 doigts d'avoir Adil Rami. C'est bien dommage. Exactement. Alors, petite question sur Paul, je vais prendre 30 secondes. On peut acheter l'appartement ARP pour récupérer le bien. Oui, c'est possible. C'est possible. Je crois qu'on peut donner un congé de… Déjà, il faut l'avoir en nom propre, pas via une SCI, bien évidemment. Et après, il faut donner un congé de 6 mois pour récupérer le bien. Mais je crois qu'avant de le remettre en location, il doit y avoir une sorte de délai de carence. Donc voilà, c'est une piste à creuser, quoi. Nickel. On passe au dernier bien et après on pourra répondre aux questions. On a une dizaine de minutes encore. Hop, c'est parti. Terrain bis de 33 mètres carrés. À rafraîchir à 3 pour un budget d'un peu plus de 105 000 € avec une rentabilité à 7,27. Donc, très rapidement, on voit que les loyers ils viennent couvrir pratiquement 90-95% de la mensualité. Ce que l'on peut voir tout de suite, si on descend sur la localisation, hop, on est vraiment à l'entrée donc de l'hyper-centre-ville de Troyes. Ce qui est top, effectivement, c'est la localisation aussi proche de gare. Ouais. Ça permet aussi de penser à d'autres stratégies de location. Petite copropriété, donc faible charge. On a
les informations qui sont juste là, donc à 20 lots. Ce qui est top également dans ce projet-là, c'est qu'on est sur un DPE, mais puisque on n'est pas très loin du D, 257 versus 250, eh bien, c'est simplement quelques travaux qui vont permettre de passer le cap. Donc ça, c'est plutôt une très, très bonne chose. Et ben là, je rebondis, je te coupe, mais justement, en faisant la simulation de la nouvelle loi en partir de juillet, cet appartement, ce cas précis, passera en D, donc sans travaux, du coup. Bon, bah top. Bon, bah, ça, c'est parfait. On a effectivement la visite virtuelle sur ce projet-là. Chauffage individuel, double vitrage partout. On est sur un 4/4. Le descriptif des travaux qui seront engagés dans ce logement-là. Et derrière, ce qui va surtout nous intéresser, forcément, c'est la partie chiffrée avec un petit peu de négociation qui est prévue. Une nouvelle fois, si vous êtes intéressé par un projet, le budget indiqué de 63 000 envisagé par l'agence et également par Alexandre, effectivement, c'est une base de travail. Maintenant, on ne sait jamais où est-ce qu'on peut aller. C'est-à-dire qu'on peut aller tirer en dessous du prix en fonction du profil de l'investisseur et de la raison de pourquoi le vendeur cède le bien, comme effectivement, on peut ne pas avoir de marge de négo. Donc, sur la totalité, on est sur un budget à un peu plus de 105 000 €. Et pour le bilan financier, on s'approche effectivement des moins 190 €. Ce qui est bien dans ce projet-là, c'est quand même la rentabilité totale sur le projet par rapport à l'emplacement. C'est vraiment ça que je mets en avant parce que plus on va être dans l'hyper-centre-ville, plus on va acheter les prix des appartements plus élevés et donc du coup moins on aura de rentabilité. Et comment on va aller chercher la rentabilité? Sinon, c'est par d'autres stratégies de location. Et ce qui m'amène à une question que je vais te poser sur ce bien-là, par exemple, Alexandre. Moi, c'est typiquement quelque chose qui pourrait être adapté à de la location courte durée, proximité de gare, proximité d'hyper-centre-ville. Est-ce que la copro autorise le Airbnb? Je ne me suis pas renseigné sur le règlement de copro. Ok. Comme tu sais qu'on a l'habitude de travailler ensemble, mais c'est vrai que le Airbnb, je fiche jamais de moi-même des biens à mettre en Airbnb. C'est vraiment qu'on a un investisseur qui veut du Airbnb. Parfois, j'aime bien lui aussi, on le fait tous, mais entre guillemets, lui faire prendre connaissance, quand on va parler tout à l'heure de l'ensemble des risques, des problématiques et liées à la courte durée. Donc voilà, après, si quelqu'un veut se positionner en mode courte durée, notre rôle en tant que conseil, c'est aussi de lui donner vraiment, pas lui dire que c'est une rentabilité miracle, mais que derrière, il y a des contreparties en termes d'investissement de temps, en termes de potentielle dégradation et autres. Et voilà. Et ensuite, après, une fois qu'il est informé, ok, je modélise la fiche en Airbnb, mais oui, non, c'est vrai qu'on peut faire du Airbnb ou sur ce type bien, la stratégie peut être envisagée à condition que le règlement de copro l'autorise. Oui, c'est ce que j'allais dire. Sans parler du règlement de copro, admettons qu'ils autorisent. Ouais. La localisation, la proximité de différents. C'est ça. Mais c'est vrai que là, sur niveau localisation, on est collé centre-ville. En fait, le centre-ville, c'est délimité par 4 boulevards à 3. Là, on est de l'autre côté du boulevard. Donc, on n'est pas en centre-ville, mais on y est à 20 mètres, si tu veux. On est collé à la gare, sachant que dans beaucoup de villes, le quartier gare est en général un quartier qui n'est pas extrêmement bien fréquenté. 3, la gare est collée au centre-ville. Donc, on est sur quelque chose de très tranquille d'un point de vue résidentiel. Oui, donc ça, pour moi, comme tu le disais, le gros point fort de ce bien-là, c'est l'emplacement. Lui, du coup, je l'ai visité la semaine dernière, il était en off, il y a peut-être possibilité qu'il ne le soit plus aujourd'hui. Voilà, je crois peut-être. De toute façon, c'est ça. De toute façon, le but d'avoir un off, en fait, c'est de l'avoir avant tout le monde. C'est pas de le garder en off pendant plusieurs semaines, parce qu'on n'a pas, malheureusement, pas cette possibilité ni ce pouvoir-là. Mais voilà, en tout cas, c'est un agent avec qui je travaille régulièrement et qui me montre pas mal de bien en avant. Et ouais, ça c'est très honnêtement, ça peut être dans les meilleurs projets que je source en un mois, tu vois. Trop bien. Ok. C'est le moment de se lancer alors. J'aime bien. Il y a des petits feelings un peu, mais on a un métier objectif où on est encadré avec des chiffres et tout, mais on a aussi un petit côté feeling où un peu on va dire qu'on sent un peu la localisation. Moi j'aime bien la copro, on est sur des charges pas énormes, la façade elle est en super bêta. Il y a quand même pas mal de petites indications qui
donne envie. De toute façon, si je suis chez Bivox, c'est parce que je ne peux pas tout acheter. Si je pouvais tout acheter, je ne serais pas ici, je ferais tout pour moi. Là, malheureusement, le banquier, il est gentil, il me prête souvent, mais pas non plus toutes les 2 semaines. Donc je me dois de partager certaines choses. Et on t'en remercie. Alex. C'était très sympa en tout cas. Ces 5 biens, j'en suis sûr, qui vont partir. On a déjà reçu beaucoup de Taipans, ça fait plaisir. C'est le live où on a été le plus suivi en direct. Donc je vous remercie déjà énormément pour ça. C'est l'effet Alex, à mon avis. C'est ce que j'allais dire. C'est sûrement vous n'êtes pas si mauvais que ça non plus. C'est quand on voit ta ganache, ça ramène du monde. Mais en tout cas, ravi d'avoir pu vous partager ça. On va essayer de répondre aux questions. Il y aura un replay, bien entendu. Je vais repartir des premières questions qui ont été posées. Il y en a une que j'adore personnellement. Elle est où? Je l'ai là. Ah, tu l'as. Comment vous situez-vous par rapport à Mastéos? Alors, on ne se situe pas trop mal, pour résumer la situation. La grosse force de Bivouac, et que j'expliquais depuis le début, c'était l'autofinancement. Je t'explique au début de live. L'autofinancement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas de VC, on n'a pas d'investisseurs qui ont mis des millions dans l'entreprise. Ce qui fait qu'on a pu maîtriser notre croissance et du coup, en fait, quand on recrute, c'est qu'on peut recruter. Quand on ne recrute pas, c'est qu'on ne peut pas recruter. Et donc, on est maître à bord, on gère notre argent au jour le jour et on n'a pas de remboursement de compte à rendre à des multimillionnaires investisseurs ou des fonds d'investissement. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'on est encore là aujourd'hui et que certaines autres entreprises sont un peu plus en difficulté. Donc voilà, c'est cette partie autofinancement. L'investissement locatif, c'est pas forcément le business le plus scalable, mais là, on maîtrise notre sujet et on grandit à notre vitesse de croisière, mais on grandit bien et on maîtrise cette croissance. Donc voilà la grosse différence. Une autre, moi aussi, qui personnellement me fait croire beaucoup plus en modèle Bivouac qu'en certains autres. En fait, c'est que justement les chasseurs sur place, donc que ce soit moi ou mes autres collègues, en fait, justement, on est salariés. Donc, vulgairement, en fait, on a une partie fixe et on a une petite commission à chaque projet. Donc, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans un rôle de conseil. Chez Mastéos, je sais que ça fonctionne comme ça. En fait, du moins, les chasseurs sont indépendants. Donc, il n'y a pas un lien hiérarchique avec leur employeur. Enfin, pas d'employeur, je veux dire. Donc, il n'y a pas un lien hiérarchique et ils sont payés à coup de grosses commissions sur chaque projet. Donc, ils ont, entre guillemets, intérêt à déguiser la mariée. Alors que nous, on est vraiment du conseil. On est tous là pour durer chez Bivouac, pour faire du bon travail. On a un fixe qui est correct tous les mois. Voilà, on a des petites commissions à chaque projet, mais on n'a aucun intérêt à aller survendre un projet, à vraiment aller embellir un projet qui est pas forcément bon. Et pour moi, ça, c'est la plus grosse force de Bivouac et c'est le modèle sur lequel il faut absolument pas toucher. C'est le fait de ne pas avoir de conflit d'intérêt, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a aussi autant de recommandations, de deuxième projet, etc. C'est que si demain, pour survendre un projet, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à le louer, forcément, à un moment donné, ça nous revient dans les dents. Donc, OK. Bon, top. Trop chouette. Il y a une autre question. Pouvez-vous faire une comparaison rapide entre investissement neuf Pinel, ancien LMNP? Tu veux y aller comme tu veux? Yes, carrément. Alors, il y a du bon Pinel, parce qu'on va croire que je descends le Pinel tout de suite, mais il y a du bon Pinel, il est rare, mais il existe, parfois. Par contre, c'est souvent surpayer un bien par peur de payer des impôts. En fait, pour moi, c'est ça l'effet malsain du Pinel, c'est qu'en France, on a la phobie des impôts, on a la phobie de l'impôt sur le revenu, et du coup, on va vouloir défiscaliser à tout prix, quitte à payer un bien 35% plus cher, être mal placé, avoir une prise de valeur qui soit négative, tout ça pour payer un peu moins d'impôts. Alors qu'au final, si on peut avoir un bien à un prix au mètre carré qui est raisonnable, qui est dans l'ancien, qu'on peut rénover, en plus on rénove un parc immobilier français qui est quand même un enjeu primordial de ces dernières années et des années futures. Derrière, on peut faire des bons coups en achat au prix au mètre carré, rénover et louer à des bons locataires à une rentabilité qui est plus certaine, une prise de valeur plus certaine aussi dans le temps. Et en plus, avec le dispositif LMNP, OK, on ne défiscalise pas sur notre impôt sur le revenu, mais on peut amortir sur l'impôt sur le revenu locatif. Donc, c'est quand même assez similaire. Hein. Et l'avantage fiscal est quand même bon. En fait, on joue sur plusieurs tableaux sur l'ancien.
versus le Pinel. Le Pinel, effectivement, comme l'a très bien dit Nicolas, on est là vraiment pour aller chercher une défisque en termes d'impôts. Maintenant, à quel prix? Souvent, on mérite la défiscalisation, on est plafonné en termes de loyer. Alors après, le plafonnement, ça va dépendre de certaines villes. Certaines villes, c'est cohérent par rapport à la réalité du marché. Certaines villes, c'est vraiment sous-payé. Et donc, du coup, on a un manque à gagner. Et puis, à côté de ça, une fois qu'on a la durée de cette mise en location, il y a beaucoup de propriétaires souvent qui se disent, bon, ma défisque, elle est à 6 ans, 9 ans, 12 ans. Je sors à 9 ans. Sauf que les propriétaires ne sont pas les seuls en Pinel à avoir cette réflexion-là. Et donc, on se retrouve à avoir 20, 30, 40% de la même copropriété qui vendent. Donc forcément, inconsciemment, il y a un choc entre l'offre et la demande. Et on se retrouve à avoir finalement une dévalorisation du bien. Donc on l'achète trop cher, finalement, on ne le revend pas forcément au prix qu'on souhaite. Alors qu'à l'inverse, l'ancien, on peut jouer sur la défisque avec du déficit, on peut jouer sur l'amortissement du bien, pas payer d'impôts sur les loyers que l'on encaisse. Et derrière, effectivement, on joue avec la prise de valeur du patrimoine. On a des loyers que l'on encaisse également tous les mois avec l'amortissement. Et on a une plus-value qui est pratiquement garantie sur le long terme à partir du moment où on a le bon emplacement. Donc, là, je viens de voir la question d'Arnaud. Il a complètement raison. Sur la MNP, on ne paye pas d'impôts sur le locatif, sauf qu'on arrive à des rentabilités qui sont absolument énormes. Mais dans ce cas-là, c'est plus grave. Mais et surtout, la grosse force de l'MNP, c'est qu'on est… on va dire que là, pour le coup, je dis on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais le LMNP, on a le beurre et l'argent du beurre. En fait. C'est qu'on a une non-fiscalisation des revenus parce qu'on utilise en fait un mécanisme d'amortissement comptable comme entreprise. Mais derrière, au bout de 20 ans, on a la fiscalité particulière qui permet de ne pas avoir d'imposition sur la plus-value. Donc, ce qui veut dire que là, pour le coup, le LMNP… c'est la niche. Non, mais c'est une niche qui… on pourra en parler dans quelques années, mais ça va se terminer. Hein. Enfin, le LMNP, c'est une niche qui est tellement grosse que je mettrais quasiment ma main à couper que dans 10 ans, c'est complètement terminé. Hein. Ils vont soit réinjecter un calcul de plus comme les entreprises, ou soit faire un calcul différent. Donc, mais oui, pour l'instant, c'est royal le LMNP. Hein. C'est clair. Ah non, on l'a vu. Ça a été limité à 23 000 € par an ou la moitié des revenus du foyer fiscal. Parce qu'avant, il y avait 3 conditions pour avoir le LMNP. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il fallait avoir la moitié des revenus, 23 000 € max. Il fallait fallait ne pas s'inscrire au truc LMN Pro. Donc, tu en as plein qui avaient dit les commerces. Tu ne remplissais pas le CERFA et c'est bon, tu restais en LMNP. Maintenant, ils se sont dit, là, il y a un problème. Ouais, ils ont enlevé cette condition et ça limite. Donc, ils restreignent tout doucement. Ils sont toujours pareil. Hein. Dès qu'il y a des niches qui sont trop grosses, derrière, le but du législateur, c'est d'aller corriger le tir, quoi. C'est clair. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci Alex d'avoir été présent. On a un peu débordé, ça fait 1h05 qu'on est en live. Ouais, mais si vous avez des questions, carrément. Si vous avez des questions, on est tous les deux, Thibaut et moi, présents sur LinkedIn. Vous pouvez nous envoyer des MP, mettre des commentaires, on vous répondra à l'écrit. N'envoyez pas Alex car il ne répond pas sur LinkedIn. Non. Moi, LinkedIn, j'y vais une fois par mois, donc j'ai pas le temps. Quand on travaille, tu sais. Ah ouais, c'est bien un truc. C'est vrai que moi les réseaux, je suis un peu vieux là-dessus, moi. En tout cas, merci à toi, Alex. Merci à tout le monde. Et puis, effectivement, il y avait quelques commentaires sur les prochains lives. Ça pourrait être effectivement une prochaine ville, pourquoi pas Poitiers ou Orléans, en effet. Et forcément, pour ce type on choisit une ville parce qu'on a aussi le marché qui suit derrière. Hein. Le off-market, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, on ne veut pas l'inventer. Donc, si le mois prochain, il y a du off-market sur Poitiers, qu'on a envie de vous présenter, on le fera avec grand plaisir. Ça se trouve, ce sera Re-3, ça se trouve, ce sera Nancy, ça se trouve, ce sera Orléans, ou toutes les villes en même temps, on verra. Encore une fois, merci beaucoup. On vous quitte là-dessus. Et c'était un plaisir. Bon après-midi. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée. Ciao, mon Alex.